Il vous accompagne partout quand vous faites du sport, dans le métro ou même au fond de vos lits. Ce sont les podcasts et c'est le thème de Business Model aujourd'hui. Alors pour parler des podcasts, on a invité un spécialiste, Mathieu Gallet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Magellan. On va parler de cette aventure dans l'univers du podcast. Mais auparavant, un mot d'actualité. On commence toujours par cette séquence avec ce rachat spectaculaire, en tout cas ce deal spectaculaire. Une licence de 100 millions de dollars pour Joe Rogan Experience, un Américain qui fait des podcasts assez connus, vous pouvez le trouver sur YouTube par exemple, payé par Spotify. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire que vous dites tout de suite, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Donc on est encore dans une société de l'image. Surtout, on va pouvoir trouver à partir de septembre, si j'ai bien lu le deal, le show de Joe Rogan, qui est le podcast le plus écouté aux États-Unis et donc au monde. Et vous faites bien de dire, il ne sera plus sur YouTube d'ailleurs. Voilà. Ils vont supprimer l'image. Exactement. Il sera en exclusivité gratuite sur Spotify. C'est vrai que ça confirme l'engouement pour ces formats audio qui sont très différents de la radio, puisqu'ils ne sont pas en direct, ils ne sont pas faits dans le flux, pour justement tous les moments de la journée. Vous les avez cités, tous les transports, que ce soit transport en commun, dans la voiture. Moi, je crois beaucoup aussi aux enceintes connectées pour pouvoir écouter à la maison pendant qu'on fait des tâches ménagères, qu'on prépare à dîner ou qu'on fait la vaisselle. Et puis, bien sûr, tout le moment de sport où ces podcasts nous accompagnent. Mais à part cette possibilité de choisir quand on souhaite écouter un morceau un contenu audio, qu'est-ce que ça change par rapport à la radio ? Est-ce que ça change d'autres dimensions ? Ça change une dimension essentielle qui est celle du rapport au temps. Et c'est justement une des forces du podcast et du podcast de Joe Rogan, c'est qu'on est sur du temps long. On est sur des formats longs, dans un univers où aujourd'hui notre attention est en permanence sollicitée par tout un tas de contextes et de services où finalement on va toujours au plus court entre l'info en continu, les pushs. Enfin, le podcast, c'est l'inverse de ça. C'est prendre le temps d'approfondir un sujet, d'aller au fond des yeux ou des oreilles, en l'occurrence, avec un interlocuteur. C'est vraiment ce rapport qui est très différent, de même que Netflix a changé le rapport qu'on a avec les séries j'allais dire télé, il n'y a plus de format de 52, de 90. Ouais. Au fond, il y a une liberté pour le créateur qui est beaucoup plus grande. Ils ont inventé le binge-watching, où on peut enquiller finalement tous les épisodes d'une série à la suite. Alors, le temps, en effet, c'est intéressant. Joe Rogan, pour rester sur lui, fait des formats de 2-3 heures. Ça, c'est des choses sur lesquelles vous pensez qu'il va y avoir une évolution aussi Alors oui, on voit déjà une évolution. Nous, on le constate depuis un an qu'on a lancé Magellan, on en reparlera. C'est qu'il y a aussi cette volonté d'avoir des formats plus courts. Et donc on peut être à la fois sur du temps long, plus d'une heure, facilement plus d'une heure, 1h30, mais aussi d'avoir cette volonté de pouvoir écouter plusieurs épisodes à la suite, donc d'être dans des séquences qui sont plus courtes, mais avec l'idée d'une série. Et ça aussi, je trouve que c'est un apport très intéressant du podcast par rapport à la radio. Et sur la surenchère, sur ces prix, cette inflation des prix, 100 millions de dollars pour un deal, alors certes pluriannuel, mais ça fait quand même une belle somme à l'arrivée. Vous pensez qu'elle va arriver sur ces rives européennes ? Alors, c'est pas très surprenant que Spotify, même si Spotify est suédois, on l'oublie, ait attaqué le marché américain avant l'Europe, parce que c'est un marché où le podcast est beaucoup plus mature, beaucoup plus avancé. C'est un marché unifié avec la même langue aussi. Donc c'est vrai que Spotify a dépensé plusieurs centaines de millions d'euros depuis l'année dernière, depuis 2019, dans des acquisitions de studios ou de plateformes dédiées au podcast. Ça veut dire qu'il y a un vrai marché, effectivement, aujourd'hui de l'écoute. Peut-être pas encore un marché d'un point de vue business. Et aujourd'hui, on est là pour parler de business aussi, puisqu'on voit que les recettes publicitaires sont certes très importantes. On va tangenter le milliard. En tout cas, c'était les perspectives qui étaient annoncées pour 2020, alors avant la crise du Covid. Ça reste encore petit
par rapport au marché de la publicité de radio aux États-Unis, puisqu'on reste aux États-Unis, qui est autour de 15 milliards. Mais c'est pour ça qu'il y a des business models qui sont payants pour la plupart. Spotify, Exactement. c'est un abonnement notamment. Alors, Spotify, c'est un abonnement pour la musique, mais ils ont fait le choix de laisser les podcasts dans la partie gratuite. Et ce que je trouve intéressant dans le deal de Joe Rogan avec Spotify, et cette volonté de Spotify, grâce au podcast, de développer un autre business model basé sur la publicité à côté de son business model d'abonnement. Et qui sert de sas d'entrée. On va tout de suite s'intéresser au secteur de l'audio, qui est en effet un terrain de jeu propice à l'entrepreneuriat. Alors Mathieu, vous venez de sortir un ouvrage, Le nouveau pouvoir de la voix, on le voit, voilà. Un ouvrage donc, comme son nom l'indique, consacré à la voix, à cet univers de l'audio. On a l'impression, c'est un peu paradoxal, parce qu'on a l'impression que l'audio revient à la mode. Il était passé de mode, la radio avait perdu ses lettres de noblesse. Alors c'est ce que j'explique dans cet essai, c'est que non, en fait la voix ne nous avait pas quittés. Mais c'est vrai que depuis globalement les années 60 et l'avènement de la télévision comme mass média, quelque part, la voix, la radio était passée un peu au second plan. Et là, on est en train de constater depuis quelques années un boom de la voix. Ça vient de quoi ? Alors, les podcasts, ça vient aussi de l'arrivée de nouvelles technologies, les enceintes connectées. Voilà, les interfaces, voilà. C'est la nouvelle interface finalement. Toute la nouvelle interface vocale, aujourd'hui avec Siri. Alors en France, on rit de Siri parce que c'est vrai que Siri n'est pas très performant en français encore, mais c'est le cas en anglais et ça va venir. On a vu il y a quelques semaines que Carrefour vient de signer un très gros deal avec Google pour proposer effectivement de faire ses courses en les commandant via l'interface de Google Assistant, où vous avez effectivement plus besoin d'aller sur un écran, d'aller sur un site internet. Vous allez faire vos courses grâce à la voix et toute la famille fait ses courses grâce à la voix. Donc il y a tout ce commerce conversationnel qui se développe. Et puis ce que j'explique aussi dans ce livre, c'est que la partie humaine, au fond, du rapport à la voix, on l'avait un peu oublié. Et moi j'ai trouvé que pendant la période de confinement qui a été longue, de constater le nombre de gens qui avaient besoin de s'appeler. Même si on a développé Zoom, Teams et tous ces services de visioconférence, on avait besoin de se parler, besoin de s'appeler. Et il y a eu un grand article dans le New York Times à ce moment-là pour dire en fait c'est le retour de la voix, du téléphone. Et un des vice-présidents de AT&T a dit « Voice is the new killer app ». Et c'est vrai qu'au fond, on est en train de voir toutes les potentialités de la voix. Et donc une opportunité pour les entrepreneurs qui réinventent des business avec cette nouvelle interface vocale. Vous citez l'exemple de Clubhouse, un réseau social autour de la voix. Oui, alors ça, j'ai été pris presque de court puisque j'ai commencé cet ouvrage au mois de janvier et j'ai développé l'idée de à quand un réseau social basé sur l'audio. Et j'étais en train de finir le livre quand effectivement sont parus les premiers articles sur Clubhouse qui donc est une start-up californienne qui est basé, un réseau social basé seulement sur la voix via des chat-rooms. Donc je me suis vite empressé, j'ai presque fini d'ajouter un petit chapitre, et effectivement de se dire est-ce que là aussi, ce n'est pas le retour d'un réseau social basé sur la voix ? On l'a un peu oublié, mais je l'explique aussi, il existait avec la CB, Citizen Band, qui dès les années 60 était ce premier réseau social basé sur la voix aux États-Unis puis en France. Alors c'est vrai que c'était très lié aux routiers, alors que là, je pense avec Clubhouse, on est vraiment, si ça marche, on verra, dans un univers de technophiles et de techies. Bon, en tout cas, on voit que c'est un monde d'opportunités. Un de vos chapitres s'appelle « La voix, c'est le pouvoir ». Oui, la voix, c'est le pouvoir politique. On se souvient de tous les grands orateurs de la Troisième et de la Quatrième République. Et François Mitterrand était probablement le dernier représentant de cette génération. Ça s'est un peu perdu quand même, cet oratoire. Ça s'est perdu et c'est en train de revenir, cet oratoire, puisqu'aujourd'hui, il est enseigné de nouveau à l'école. Il y a des concours d'éloquence qui ont fleuri depuis une dizaine d'années un peu partout. L'année prochaine, la grande réforme du bac
prévoit un grand oral pour le bac. Donc là aussi, c'est le retour de la voix de l'oralité. Et de l'oralité dans la pédagogie. Et je trouve que c'est quelque chose qui veut dire quelque chose de notre époque. Un atout de l'audio également par rapport à l'image, c'est l'imaginaire. Finalement, on projette, c'est comme quand on lit un roman, on projette comment évoluent les personnages, quels sont les décors, en tout cas dans un détail qu'on n'a pas forcément. Ça, c'est quelque chose, cet imaginaire sur lequel vous pensez qu'on peut bâtir aussi beaucoup de... Bien sûr, et je pense qu'il y a de vrais bienfaits du développement de contenu audio, notamment pour les enfants, par rapport aux écrans qui développent une forme d'addiction, on l'est tous, mais c'est encore plus dangereux pour les enfants parce que ça ferme finalement un imaginaire, alors que la voix vient faire travailler, vient ouvrir cet imaginaire. On a tous en souvenir les histoires que nos parents nous racontaient ou les cassettes audio pour les plus anciens dont je fais partie, qu'on écoutait, où on avait des narrations. On a un nombre d'enfants qui ont été biberonnés à Marlène Jobert qui racontait ces histoires. Et quelque part, oui, ça fait se développer l'éveil des enfants de façon très différente. Et je pense que là aussi, c'est un bienfait très concret de la voix dans nos vies. Et alors, je parlais du roman, je faisais le parallèle, l'imaginaire et l'audio, parce que pour faire du bon audio, il faut une bonne narration, il faut une source, il faut une matière première à l'origine. Il y a quand même une volonté d'écrire. C'est-à-dire que ce n'est pas juste quelque chose lancé comme ça au hasard. C'est pas que de l'improvisation. Non, on le voit très bien d'ailleurs dans les podcasts. Les podcasts sont souvent très écrits, très scriptés, comme on dit, pour avoir aussi une bonne dynamique, un bon rythme, pour garder l'attention de l'auditeur. Et là, ceux qui sont bien placés, ce sont finalement... des maisons que vous connaissez bien, comme Radio France ou des grands éditeurs finalement qui ont ce trésor entre les mains? Alors moi je pense que oui, il y a une vraie proximité entre le monde de l'audio et le monde de l'édition. On n'y a pas énormément pensé parce qu'on dit audio égale radio, mais l'édition, du fait déjà d'avoir développé des livres audio qui sont un autre format plus long, probablement moins structuré, moins scandé, ce qui, pour moi, je pense, est un problème, offre de vraies potentialités pour les maisons d'édition, soit de déployer des formats plus courts, des sortes de digest de livres à travers l'audio. Qui seraient réécrits, pas forcément l'audiobook qui est la lecture Exactement. simple. Là, c'est vraiment l'idée d'un résumé ou d'une version raccourcie d'un digest, comme existaient les sélections du Radar Digest, voire d'une adaptation en version audio. Ou d'une adaptation, effectivement, et qui peut aller dans les deux sens. Il y a à la fois des podcasts qui aujourd'hui sont déclinés en livres, et je pense qu'effectivement, il y a un vrai potentiel pour des auteurs de déployer leur contenu, leur créativité à travers l'audio à côté du livre. On est vraiment dans l'âge du multimédia. On va s'intéresser maintenant à Magellan, à votre nouvelle aventure entrepreneuriale. Magellan, un nom qui fait rêver, qui invite au voyage. J'imagine que ça n'a pas été choisi au hasard. Non, Magellan que nous avons lancé il y a un peu plus d'un an maintenant avec Arthur Perticose, mon associé. L'idée, c'est effectivement la découverte. C'est trouver les chemins justement qui nous permettent de découvrir des contenus qu'on ne connaissait pas et grâce à Magellan qu'on va réussir à trouver. Alors, c'est aussi une aventure entrepreneuriale, un cheminement. Et vous venez d'annoncer que vous allez repositionner Magellan, ce qu'on appelle un pivot dans le langage, dans le jargon des start-upers. C'est quoi le changement? Pourquoi ce changement? Alors, un changement un an après notre lancement, puisque nous avons ouvert l'année dernière Magellan avec une version à la fois gratuite qui permettait d'agréger tous les contenus podcasts gratuits et puis une offre payante qui, elle, permettait d'écouter les contenus exclusifs produits par Magellan dans nos studios. Et on a vu au fond en 6 mois qu'il y avait beaucoup plus d'engagement du côté des abonnés payants sur l'écoute des contenus créés
pour Magellan et par Magellan que sur la fonction de réécoute des contenus gratuits. Et l'agrégation. Voilà, l'agrégation finalement crée moins de fidélité. Et puis il y avait un autre problème, c'était de maîtriser les droits finalement de ces contenus gratuits. Alors il y avait une zone grise peut-être effectivement où certains nous ont dit vous reprenez nos contenus sans notre autorisation. Il se trouve qu'aujourd'hui, dans l'état actuel du droit, on n'a pas besoin effectivement de ces autorisations-là. Mais je pense que certains ont été braqués par ce sentiment de voir effectivement une partie de leur audience leur échapper. À tort, je le dis clairement, puisque en termes de juridique, il n'y avait pas de problème. Et je pense que par ailleurs, les agrégateurs ont aussi cette capacité à pouvoir ouvrir à un nouveau public qui ne va pas forcément écouter les contenus radio traditionnels. Mais au-delà de cette problématique, notre vraiment sujet, c'était de se dire comment on va apporter à cet écosystème du podcast une vision différente des moyens supplémentaires. Et ces moyens supplémentaires, c'est ceux de la production. Et comment aujourd'hui, nous, en tant que start-up française, on a levé au total 10 millions d'euros en un peu plus d'un an, on va injecter des moyens dans cet écosystème pour faire vivre podcast, cette créativité. Pour faire vivre cette créativité à côté de ce qui est fait dans le gratuit et qui est formidable, vous l'avez dit, au niveau des radios. Alors, vous passez en mode 100% payant et vous recentrez votre offre aussi sur une thématique, le développement personnel. Oui, on a choisi de se recentrer aussi parce qu'on a besoin de se différencier par rapport à la concurrence. Pourquoi le développement personnel ? Alors, pourquoi le développement personnel ? La force d'une plateforme comme Magellan, c'est d'être propriétaire de sa technologie. On a très tôt investi dans l'intelligence artificielle et donc on a un nombre de data qui nous permet aussi de voir le comportement de nos utilisateurs. Et donc, on a vu, tiens, le développement personnel, c'est vraiment une fusée. Tous les contenus qui sont liés à l'accomplissement personnel, au bien-être, à la quête de sens, aussi à cette volonté d'approfondissement, on en parlait tout à l'heure, clairement qu'il y ait plus d'engagement que le divertissement. Et par ailleurs, on va être clair et pragmatique, on voit arriver des mastodontes comme Spotify sur le secteur du podcast et nous, en tant que petite start-up, on doit se différencier et donc on doit prendre un axe et on a pris cet axe du développement personnel. Vous pensez qu'ils n'iront pas sur ce segment Ils iront peut-être, même certainement, mais je crois que c'est un marché qui peut à la fois avoir des acteurs mainstream qui permettent d'évangéliser au fond le podcast auprès de la population la plus large possible et des acteurs qui, eux, vont aller sur des segments très particuliers, très engagés, comme on le voit au fond dans la VOD, où on a des Netflix, des Disney+, mais à côté, on a des acteurs qui vont sur des segments beaucoup plus précis. Bien sûr. Un mot peut-être sur à quoi ressemble cette offre, des exemples concrets finalement d'émissions, de podcasts. Alors c'est une offre qui est donc 100% payante depuis le 7 juillet avec des formats de masterclass où on est très heureux d'avoir à la fois la chef multi-étoilée Anne-Sophie Pic, on a le fondateur de Sopress, Franck Hanès, on a le plus grand producteur de rap français, qui explique quoi, Tefa, qui partagent leur expérience de vie, leur expérience professionnels qui sont dans la transmission. Au fond, on a besoin de passeurs. On a donné la parole et on a donné la voix à ces passeurs, donc dans ces formats masterclass, mais on a aussi des personnalités moins connues, mais qui commencent à être aujourd'hui des experts dans leur domaine. Je pense à Aurélie Jean, qui vient effectivement nous parler de l'intelligence artificielle d'une façon très ouverte et très easy-going, facile d'accès. Voilà, on va avoir des contenus d'apprentissage aussi, où on a des spécialistes qui viennent sur tel ou tel domaine vous transmettre leur savoir, leur expérience de façon très concrète. Et c'est vraiment cette volonté de faire progresser nos auditeurs à l'écoute des contenus de Magellan. Donc ça va aller jusqu'au e-learning, en fait, la formation, on pourrait dire. N'allons pas trop vite, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a le sentiment que l'audio est un vrai vecteur pour amener de la formation, de l'éducation au plus grand nombre dans un cadre aujourd'hui
d'accompagnement, parce que la force de l'audio, c'est que vous pouvez être en train de faire autre chose, et notamment ces moments de transport, et donc de rendre utile ces moments, y compris effectivement pour des apprentissages très spécifiques. L'émission s'appelle Business Models. Comment fonctionne votre business plan? Quelles sont vos projections? Comment est-ce que Alors notre business model, il est très simple et c'est le même depuis le premier jour, c'est l'abonnement. Aujourd'hui, un abonnement à 6,99 € si vous le prenez au mois et à 4,99 € si vous le prenez en engagement de 6 mois. Donc ça n'a pas changé. L'idée, c'est effectivement de grandir assez vite, puisque c'est aussi le sujet pour une start-up. Le monde change très vite, la concurrence ne nous attend pas. Est-ce que c'est une levée de fonds prochaine qui nous permettra de partir à l'international, puisque Magellan est une start-up française, financée essentiellement avec des fonds français, notamment ID Invest et BPI France. Mais bien sûr, l'enjeu pour nous, il est la conquête d'autres marchés et d'autres territoires linguistiques. Ça, c'est une vraie question. Comment est-ce qu'on arrive à passer les frontières de la langue et à développer une offre? Faut tout réinventer à chaque fois? Parce qu'Aurélie Jean, elle ne va pas faire la même chose en espagnol. Eh bien non, justement, en créant des formats, et c'est pour ça qu'on a 4 formats sur Magellan désormais, et de pouvoir, à partir du développement de ces formats en français, soit les adapter dans une autre langue, soit effectivement les traduire. Et je pense que là, on a vraiment la possibilité de pouvoir faire cette étape supplémentaire, ce scale, pour partir à l'international. D'accord. Donc par exemple, Aurélie Jean qui ferait le contenu en français. Elle peut tout à fait le faire en anglais, parce qu'en plus, elle est tout à fait bilingue, donc c'est un très bon exemple. Bon, alors en turc, on va dire, là, ce serait un acteur, un comédien qui reprendrait le contenu. On peut, voilà, exactement, prendre un comédien, alors pas un comédien de fiction, on ne va pas faire la telenovela avec des contenus d'apprentissage, mais évidemment avec une voix. C'est ça la mécanique en fait. Qui peut tout à fait effectivement porter ce contenu. En tout cas, il y a une partie du catalogue qu'on est en train de créer qui a une capacité à être exportée dans d'autres langues. Bon, merci pour ces précisions. On va s'intéresser maintenant à vous, Mathieu, en tant qu'entrepreneur, et comment est-ce que vous vivez cette nouvelle vie. Je parle de nouvelle vie pour vous parce que vous avez été à la tête de grandes maisons publiques, l'INA, Radio France, et maintenant vous repartez avec une petite trentaine d'employés. Et j'imagine que c'est un changement de paradigme, d'univers très fort. Comment est-ce qu'on vit ça? Alors c'est à la fois très différent, parce que c'est vrai qu'on part d'une feuille blanche. Quand on s'est rencontrés en mai 2018 avec Arthur Perticoz, on était 2 dans un café, et 1 an après, on était déjà une quinzaine dans des bureaux avec ses propres studios, et aujourd'hui, on est un peu moins de 30. Ce que j'apprécie, c'est l'agilité qu'offre effectivement une petite structure comme celle-ci. Elle est nécessaire parce que voilà, si on ne bouge pas, on tombe quand on est une start-up. Et en même temps, il y a une forme de continuité par rapport à ce que j'ai fait avant. Je reste dans mon univers, celui des médias et de la culture. Et au fond, Magellan est à la fois un acteur technologique et un acteur de production de contenu, et ça recoupe assez bien ce que j'ai pu faire dans ma carrière précédemment. Oui, parfois vous pouviez peut-être être un peu trouver que les choses n'allaient pas assez vite dans vos précédentes maisons. Oui, il n'y a plus ces limites temporelles. Ce qu'on a réussi à faire en moins d'1 an chez Magellan, probablement qu'il m'aurait fallu au moins 2 fois ce temps dans une plus grosse structure. Mais on veut aller peut-être plus vite, grossir plus vite, on manque peut-être un peu plus de moyens, c'est ça, peut-être de puissance? Alors c'est vrai qu'on manque de puissance à un moment, et c'est pour ça qu'on est obligé d'aller relever de l'argent pour pouvoir financer cette croissance. Mais je ne crois pas que ce soit qu'une question de moyens, c'est aussi vraiment une question d'état d'esprit, c'est une question de vision. Et après d'exécution, parce que la vision c'est 20% peut-être, et l'exécution c'est 80%, et donc on ne doit pas se planter dans l'exécution, ce qui n'est jamais très simple quand tout va vite. Et c'est la preuve qu'on peut entreprendre à tout âge, alors même si vous êtes jeune, mais vous ne sortez pas de l'école et vous n'avez pas 20 ans. Qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce que vous avez des business models, des gens qui vous ont inspiré? Alors je trouve qu'en France on a
énormément d'entrepreneurs. On n'en parle peut-être pas assez, alors même si ça devient plus à la mode, mais la France est un pays d'entrepreneurs. Je lisais il y a quelques jours une tribune de Gérard Muliez, voilà, la façon dont il a inventé le commerce dans les années 60 avec le groupe Auchan. Aujourd'hui, ça nous paraît faire partie de nos vies, mais dans les années 60, ce modèle-là n'existait pas, était vraiment inventé. Donc voilà, la France est pleine de ressources du point de vue des hommes et maintenant des femmes, enfin, parce que c'est aussi, je trouve, quelque chose qui moi, en tout cas, m'a un peu choqué en arrivant dans ce monde de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. C'est quand même, on manque énormément de diversité. Diversité d'un point de vue du genre niveau, ouais. Et diversité d'un point de vue des origines sociales et même raciales, disons-le. Vous êtes associé avec Arthur, vous le connaissiez avant, votre associé? Non, on s'est rencontrés par un de nos amis qui est devenu un investisseur au mois de mai 2018. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvés tout de suite sur l'ambition, sur les valeurs. L'idée de se dire on est tous les deux français, on a la chance tous les deux d'avoir fait des études supérieures dans le public. La France nous a donné nos chances à l'un et l'autre. Ni l'un ni l'autre, nous sommes des héritiers. On est très fiers de cette identité française et de ce que nous a permis notre pays. Mais notre ambition, elle n'est pas de rester français. Notre ambition, elle est de penser français depuis la France, mais surtout de faire rayonner. Et je pense que c'est ça qui manque parfois aujourd'hui aux entrepreneurs, c'est tout de suite de penser au-delà des frontières. Et ça doit être un objet qui ne nous quitte pas. Bon, on sent que le développement personnel qui est le vôtre est ambitieux et repose sur ce moteur de conquête. Une dernière question, Mathieu. Combien de podcasts vous consommez par jour ou par semaine ? Plutôt par semaine, parce que j'ai des habitudes quotidiennes quand je vais au sport. Et comme je n'y vais pas tous les jours, voilà. On en est tous là. On en est tous là. Non, mais je dois écouter, quand même une dizaine de contenus par semaine, entre les replays des radios que je trouve formidables et vraiment mon ancienne maison continue, Radio France, à en tout cas me satisfaire pleinement. Et puis tout ce que je découvre aussi de nouveaux talents. Et puis bien sûr les contenus de Magellan que j'ai la chance d'écouter en avant-première. On imagine. Merci Mathieu d'être venu partager avec nous votre aventure entrepreneuriale. Longue vie à Magellan. À bientôt. Merci.